vous avez choisi de venir à l'atelier qui va parler de Discogs. Je voulais tout d'abord savoir si vous avez déjà eu un lien avec cette ressource. Oui, un peu. À titre personnel, pas dans le cadre du travail encore. Bon. Vous voyez déjà ce que c'est à peu près. Je vais faire une présentation déjà pour décrire un peu la ressource qui a été développée par Kevin Lewandowski durant l'année 2000 en fait. Ce jeune programmeur et fan de musique électronique a décidé en fait de construire un site qui référencerait toutes les références de musique électronique sur support. Il a mis 6 mois à le développer et en novembre 2000 donc, le site a vu le jour. Donc c'est une base de données collaborative qui est actuellement nourrie par plus de 600 000 contributeurs. Donc c'est assez énorme. Et il faut toujours penser que ces contributeurs sont bénévoles. Il n'y a pas vraiment de modérateur. Voilà, c'est un système qui ressemblerait à Wikipédia, mais qui n'est pas exactement pareil. L'année dernière, Fabricio Cardenas nous avait décrit cette ressource Wikipédia de fort belle manière et je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus carré pour Discogs, notamment au niveau de la modération. On en parlera plus tard. Donc ces 600 000 contributeurs nourrissent cette base depuis. Et actuellement, on est arrivé à 16 millions de références. Alors là, j'ai un Discog en français. Ok, bon, je pense que ça va aller. Je suis habitué plutôt à l'anglais. Donc vous le voyez par ici. 16 millions de références. On est sur une base d'artistes de 8 520 000 et 2 millions de labels, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que représente 16 millions de supports en édition phonographique, mais on peut se dire que l'ensemble de ce qui a été sorti sur la planète depuis l'existence du support est en cours d'être référencé. C'est vraiment un projet dont on n'a pas l'impression qu'il va s'arrêter en fait. C'est tous les jours, il y a une tonne de contributions et c'est vraiment voilà, nourri assez fortement. En 2003, la base qui était devenue la référence mondiale en matière de recensement de l'édition de musique électronique, c'était le but de Kevin Lewandowski, de vraiment faire le tour de tout ce qui existait. Cette base a commencé à s'ouvrir à d'autres styles et c'est là qu'elle est passée en version 2.0. Après, il y a eu d'autres versions, on ne va pas s'attarder sur ce côté-là. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment eu ce laps de temps où Kevin Lewandowski et ses amis et collègues se sont vraiment harnachés à ça. Et après, ils se sont dit, bon, allez, on a la musique électronique, on va passer à d'autres styles. Donc, il y a eu je crois que c'est le jazz, non c'est le rap et le jazz qui ont dû être attaqués, ensuite ils ont rentré le rock, le classique, et progressivement tous les styles ont été acceptés, parce qu'il n'était pas possible forcément de rentrer sa contribution facilement. Moi j'avais l'exemple d'un camarade à l'époque où j'ai découvert la ressource, en 2003 d'ailleurs, qui était un producteur orléanais de musique électronique, il faisait du breakcore et de l'ambiance, un truc assez obscur, il avait gravé 10 CDR en fait pour lui. Et il voulait rentrer sur la base. Il avait eu le vent que ça prenait en compte toute la musique électronique du monde, donc il s'est dit ouais, je suis un petit Orléanais, je vais essayer. Et en fait, il s'est fait retoquer parce que son disque n'était pas, comment dire, il n'avait pas une sorte de cachet officiel de production. Il n'avait pas été pressé par une entreprise, il n'avait pas... Voilà, c'était juste une démo gravée et ça suffisait pas pour rentrer sur cette base qui se contentait, bonjour, de vraiment recenser tout ce qui existait et qui était vendu en fait et distribué. Donc il m'avait parlé de ça et je m'étais rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué pour rentrer des disques, mais déjà je suivais la base parce que c'était assez prometteur. Depuis, bien évidemment, on peut rentrer sur cette base une quantité de supports. Donc je pense qu'ici nous avons la liste des formats en fait. Donc vous voyez un vinyle, acétate, flexi, late cut. Le late cut c'est le procédé de gravure qui permet de faire des vinyles un peu à la demande. Je ne sais pas si vous avez vu ces gens qui vont vous dire, c'est pas du pressage en fait, c'est la gravure sur une cire. Et on peut faire facilement 10-50 exemplaires d'un disque. Mais le son n'est pas terrible et en aucun cas vous allez pouvoir faire une grosse production. C'est une sorte de pressage de vinyle facile. Après, Mighty Tiny, que je ne connais pas, le Shellac, Sopic, Pathé Disc, Edison Disc, les cylindres quand même.
Et voilà, vous verrez en vous promenant sur la ressource qu'il y a beaucoup de choses assez anciennes qui sont présentes maintenant. CD, CDR, DVD, etc. On a même la carte track cartridge, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ça. 4-track, c'est en fait ce qu'on mettait dans les autoradios, et il y avait aussi des platines de salon, des cartouches, avant la cassette. Voilà, c'est un format qui n'existe plus, mais on va en parler un petit peu après. La cassette, on connaît bien. Micro-cassette, le DAT, et ça va jusqu'à le reel-to-reel aussi, c'est-à-dire les bandes en fait. Alors je sais plus, j'ai du Pacific dessus. Reel-to-reel. Vous l'avez vu? Oui. Parfait. Oui, voilà. Ça, c'est les bandes audio, bandes magnétiques. Hein, on est, alors, il y en a qui ont été vendues, et puis après, il y a aussi des choses qui existent autour de la bande magnétique. Donc, vous voyez déjà, le champ des supports est assez large. Et après, on pourra, dans la description, dire si c'est un 10 pouces pour les vinyles ou un 7 pour les 45 tours. 12, les 16, tout ça, et puis on parlera aussi de 3,5, c'est la vitesse de lecture de la bande par exemple. C'est tous les, on va dire pas les échantillons, mais les possibilités de vitesse, de taille. Voilà. Donc c'est très très complétiste, on va dire, où il y a vraiment, enfin tout est possible et on peut vraiment rentrer tout type de support. Pour la cartouche, ouais, j'avais ça. Si vous ne connaissiez pas le format, alors on va aller voir LA Woman, parce que je pense qu'on voit bien le bord de la cartouche. Voilà, à quoi ça ressemblait. Et vous mettiez ça dans votre autoradio. Et il faut savoir que la France a produit des cartouches. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte, mais il y en a 279 qui ont été produites sur le territoire. Là, j'ai fait un petit filtre en rajoutant à 8-track cartridge la notion de France. Et puis après, si je veux sélectionner tout ce qui est chanson, par exemple, voilà, je vais tomber sur toutes les cartouches produites en France qui parlent de chansons. Donc là, vous voyez, il y a aussi moyen avec la base d'aller en profondeur dans sa recherche. Et vous allez voir, il y a des outils même qu'on peut utiliser pour nous, dans notre métier. On en parlera là aussi un petit peu après. Je voulais ensuite vous présenter un truc qui me faisait marrer, bon, c'est une petite parenthèse, une liste en fait. Les listes sont importantes. Celle-ci, elle présente en fait tous les 78 tours faits autour des Beatles. Moi, je ne savais pas qu'il y avait eu des 78 tours des Beatles. Et là, vous voyez, on en recense 40. Donc, voilà. C'est aussi ce que la base permet de découvrir au fil des recherches. Des choses assez pointues. Alors, les prix que vous voyez à côté sont déraisonnables. C'est la partie marché de Discogs qu'on abordera très rapidement, mais pas beaucoup, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, Discogs, à partir de 2005, a lancé un marché et qui maintenant génère beaucoup de profits pour eux, pour PayPal aussi. On parlait en 2015 d'un volume de 100 millions de ventes de disques sur ce marché, et moi je pense que depuis le confinement ça a explosé, quoi. Mais j'ai pas la donnée, puis je vous avouerai que j'ai pas pris le temps de chercher. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je voulais aussi, par rapport à cette base, vous présenter la richesse en fait, d'informations qu'on peut avoir. Alors on reste sur les Beatles, sur un album je pense que tout le monde connaît et que tout le monde a vu, touché. Par contre, est-ce que vous avez eu accès aux 1111 versions qui existent de Sgt Pepper comme je pense que s'il y a un fan des Beatles au monde qui collectionne les Sgt Pepper, il doit être en PLS depuis bien longtemps, quoi. Donc voilà, vous allez, là on va dérouler rapidement, hein, mais si vous avez le temps de voir les pays, les années, alors on est sur 67 uniquement, on a déjà fait l'Inde, Taïwan, le Brésil, l'Afrique du Sud, on voyage beaucoup aussi avec Discogs. Et des fois les pochettes, c'est aussi l'occasion. Voilà, une pochette de Sgt Pepper qu'on ne connaît pas forcément. Il y en a qui sont très très drôles, qui sont dessinés, redessinés, des fois ça peut être très drôle. Pour une exposition, une présentation, un petit truc, d'aller chercher ce genre de choses. Et ça me permet de rebondir sur l'utilité de Discogs pour notre travail quotidien. Je ne sais pas si vous l'utilisez pas trop en pro, si j'ai bien compris, mais est-ce que quelqu'un l'utilise en pro et a déjà Damien ? Oui, mais plus pour confirmer notamment pour notre compte Instagram, on présente des vinyles de notre fond, et souvent sur le disque les informations sont lacunaires, pas souvent mais ça arrive, et on vérifie systématiquement sur Discogs si eux ont les infos, par exemple
l'année de sortie, qu'ils ont pu avoir autrement que dans notre édition, parce qu'on n'a pas forcément l'édition originale. Et voilà, donc c'est vrai que dès qu'on a un doute sur une information d'un disque, on va vers Discogs en espérant que ça fasse foi. Ouais, et on se méfie bien évidemment de l'info Discogs, hein, c'est des contributeurs bénévoles, donc il y en a des fois qui prennent des libertés et qui peuvent mettre de mauvaises informations. C'est comme Wikipédia, il faut quand même avoir un petit recul. Mais c'est vrai que moi j'avais entendu dire que des collègues de la BNF aussi allaient voir sur Discogs des fois s'ils n'avaient pas plus d'informations. Oui, enfin à la BNF. Oui, pardon. Beaucoup. En fait, justement, pour savoir quelle version d'un disque on a entre les mains, en l'occurrence, on prépare une journée d'études sur les Beatles et comme il y a énormément de versions pour chaque album, et je pense que les catalogueurs utilisent aussi Discogs parfois. J'en suis même à peu près sûr. Ouais, moi j'en connais un qui bossait à la BNF qui était un gros contributeur Discogs, qui bosse toujours d'ailleurs. Mais c'est bon, on est catalogueur, on le reste même la nuit. et on y passe des nuits là-dessus. Du coup, moi il y a un truc pour Discogs que j'aime beaucoup utiliser au boulot, c'est l'import d'images. Je ne sais pas quel est votre SIGB, système intégré de gestion de bibliothèque. Est-ce que vous avez la possibilité d'uploader, de téléverser des images quand vous créez une notice ou pas? Si? Ouais. Alors nous avec Cora on ne peut plus, il faut que ça soit une URL pour avoir l'image. Donc alors notre fournisseur c'est le GAM, quand le GAM nous apporte les notices, on les importe, il n'y a pas de souci. Par contre quand on achète ou quand quelqu'un nous trouve un disque sur le marché local et qu'on a envie de l'intégrer à Discogs, si c'est un 45 tours on peut le passer dans le scanner, mais si c'est un 33 on a peu moyen. Donc c'est de la photo dégoûtante avec le reflet de ma tête et de mes mains dessus. Ou alors, on peut récupérer une image qui existe. Et sur Discogs, je vais faire la démonstration en temps réel. Je vais essayer de voir si ça marche. SIGB, hop, zou. Donc, j'avais repéré avant de venir que j'avais un petit prince sans image. L'album de 1999 de Prince, normalement, n'a pas de visuel. Est-ce qu'on le voit là? Oui. On va aller modifier la notice. On va rapidement aller chercher la bestiole ici. Si vous vraiment voulez faire bien, vous allez privilégier le pressage que vous possédez pour récupérer l'image associée, bien évidemment. Moi je vois qu'il y a un petit logo Prince, ça me plaît pas trop. J'ai essayé de trouver un CD parce que c'est un CD. Alors oui, vous n'avez pas d'entrée, on peut aller plus vite par ici. Vu qu'il y a 248 pressages, paf. Normalement on va tous me les sortir. Voilà, là j'ai l'image à peu près comme je veux. À part qu'elle est mal découpée, mais bon ça ira. Clic droit. Je copie l'adresse de l'image comme ceci et je vais aller vers mon champ 933, la coller, tout simplement. Pif, enregistrer. Et du coup, c'est en temps réel, maintenant j'ai l'image. Voilà. C'est pas... Oui 933, à votre avis, dans tout... Non. C'est souvent 856 ou 933. D'accord. Après, il y en a peut-être d'autres. Nous, on a privilégié 933 pour un problème interne parce que notre OPAC, en fait, nous envoie des images bizarres des fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre les DVD et les CD, on avait des divergences. Du coup, les DVD, c'est plutôt 856 et nous, en musique, on s'est mis en 933. Et voilà. Mais sinon, rechercher, il y a peut-être d'autres champs. Du coup, ça, pour moi, c'est l'utilisation un peu la première que je fais de Discogs au boulot. Là, j'ai vraiment un argument, c'est professionnel. Oui. Et ça, c'est tout à fait légal, parce que justement, je l'ai fait récemment pour pas mal d'albums, et je me demandais si... La légalité dans notre métier. Si l'informaticien qui rentre en prison parce qu'il me donnait le truc. Vous le dénoncerez, effectivement, c'est lui qui partira en prison. Non, alors, c'est compliqué. On va faire un point rapide sur la légalité. On va parler de YouTube rapidement. On utilise beaucoup de tous YouTube là en ce moment. Est-ce que vous pensez, quand vous balancez une vidéo à votre public, que vous avez le droit de le faire? Bon, vous ne posez pas la question, vous n'avez pas le droit de le faire. Normalement, les conditions générales d'utilisation de YouTube précisent que c'est un usage privé. Vous ne pouvez pas diffuser YouTube à un public. Donc déjà même, je me demande si quand quelqu'un regarde YouTube sur une tablette à la médiathèque, on est vraiment...
Enfin bon. Du coup, la personne qui a uploadé la vidéo, téléversé la vidéo sur YouTube, est-ce qu'elle avait les droits de le faire? Est-ce que vous regardez en fait dans le propriétaire de la vidéo s'il y a écrit, admettons que ça soit une vidéo Nana Mouskouri topic ou Nana Mouskouri officiel? Souvent c'est pas ça en fait, c'est des comptes personnels qui font ça. Eh ben Discogs, dites-vous effectivement que même si la ressource elle est, voilà, je vous ai pas dit, ça vient de Portland, c'est américain. Si la ressource est en ligne, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dessus est forcément légal, mais on ne va pas s'arrêter à ça, je pense, vraiment. Est-ce que le GAM, quand il fait une photo, en fait, est-ce qu'ils font les photos des disques? Est-ce que c'est une capture du disque qu'ils ont sous les mains? Non, je pense qu'ils ont récupéré ça en fichier numérique, voilà. Comment ils ont fait moi, franchement, non. La légalité, si on doit vraiment réfléchir, je suis pas sûr que ça soit légal, mais personne ne vous embêtera pour ça. Je pense. En fait, nous, on a un peu tranché, on a fait plancher quelqu'un sur ces questions, de questions de droit. Et sur les pochettes de disques, on est un peu arrivé à cette zone de zone grise. C'est que tant qu'on comprend qu'on montre une pochette de disque, parce que finalement, une pochette de disque, au tout départ, ça reste une publicité pour le contenu qu'on vend. Au départ, c'est ça, même c'est artistique. C'est un peu comme les couvertures de livres. On peut montrer une couverture de livre si on montre l'objet en entier, qu'on comprend que c'est parce que c'est destiné à la presse. Quand vous avez une chronique de disque dans Rock & Folk, ils ne vont pas payer les droits à la pochette. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on comprend qu'on voit un disque. Par exemple, si tu peux agrandir... Je peux pas, là, du coup. Bon, imaginez que vous preniez juste le 1 ou un détail, voilà, juste le 1999, pour en faire une affiche pour un événement. Là, on tombe dans... Là, on n'a pas le droit, en fait. Parce qu'on déforme un travail artistique qui a été fait pour se l'approprier d'une façon ou d'une autre. Alors que là, on montre un objet dont on parle, dont on fait la promotion, dont on fait l'objet de notre sujet, c'est un disque. Donc à ce moment-là, nous, on part sur le principe que quand on comprend qu'on montre le disque, l'objet, on est droit dans le vote. C'est un peu une posture qu'on choisit, mais... C'est un juriste qui t'a dit ça. C'est pas un juriste, mais c'est quelqu'un c'est un bibliothécaire qui a fait, qui s'intéresse à toutes les questions de droit d'auteur, qui a fait 3 mois de stage sorti d'INSIB sur ces questions-là, de voir les zones grises, les zones voilà. Sur YouTube, une parenthèse, sur YouTube c'est compliqué, mais moi j'en ai uploadé plein. Il y a la plupart du temps qui atteint au droit d'auteur, juste parce qu'il repère un morceau, parce que j'upload par exemple des conférences musicales, et quand l'intervenant passe un extrait, il repère mais il dit on va pas vous supprimer la vidéo, par contre vous ne pourrez pas la monétiser, c'est normal. Et l'argent qui va être récupéré ira au droit d'auteur. Voilà, exactement. En fait, ce qui repère, les robots YouTube, ce qu'ils repèrent, c'est quand ils n'ont pas les droits négociés. C'est plutôt dans ce sens-là. Il va dire, ah ben j'ai pas les droits négociés là-dessus, donc j'interdis la vidéo. Moi ça m'est arrivé 2 fois, notamment un truc de la Soul, si vous avez suivi l'actualité, c'est par hasard. Oui. Ils sont vraiment morts. Mais voilà, donc faut pas avoir de soucis là-dessus en fait. C'est pas... Est-ce que ce stagiaire NSIB a son compte rendu d'études Oui, disponible? Non, alors... On peut nous aider gratuitement. Je sais pas, il est à la ville de Paris maintenant. Et pas de droit d'auteur. Je sais pas. Ça peut être une c'est des Non, enfants. je vais pas, on peut reparler en aparté de ce que je sais. Moi, je suis confronté à ça tout le temps. Donc, maintenant, on a des pratiques, on sait ce qu'on fait. On fait le plus honnête possible. Juste dans la démarche. Dire on le fait pour promouvoir un événement gratuit en bibliothèque et personne ne va vous poser un problème avec ça. C'est quand même la philosophie à avoir. Je refais du coup une parenthèse par rapport au contributeur et à sa responsabilité, à savoir s'il a les droits ou il possède. On va aller en fait sur la notice dans son détail en fait en reprenant la création. Donc c'est une notice qui a 11 ans pour ce CDC et c'est Jay-Z Wacy qui l'a mis en ligne. Donc s'il a respecté le saint livre de Discogs, parce qu'il y a vraiment une liste de règles qui sont assez strictes, il doit posséder en fait le disque, il doit l'avoir sur les genoux quasiment et prendre en photo ce qu'il a sur lui et ensuite remplir, quoi. Et s'il ne fait pas ça, normalement il est embêté. On en reparlera là aussi plus tard. Du coup, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous savez ce que c'est que le catalogage. Voilà un petit peu la source de la notice, quoi. Il faut vraiment remplir des champs, ça peut aller très loin. Dans chacun des champs ici de label société, vous avez la possibilité de dire si le disque est sous licence, à travers, pour, est-ce que c'est produit par, pour, enregistré chez, par. Enfin, il y a plein de possibilités en fait pour vraiment détailler
au plus précis le support. Ça va jusqu'au code barre, bien sûr, ça c'est pratique. Alors moi j'adore doucher au boulot, vu qu'on avait douché, chez moi c'est plus pénible. Je douche mes petits disques comme ça, et hop, si le renseignement du code barre a été émis, on trouve le disque. Ça va jusqu'au numéro de matrice. Bon, pour les amateurs de matrice, les vinyles parfois sont assez drôles, quoi. Il y a des phrases écrites dans le rond central qu'on ne voit pas, hein. Il faut le tenir comme ça avec un petit reflet pour voir ce qui a été gravé en fait. C'est le numéro de production du vinyle, hein. C'est la société qui a fait le pressage en fait, met la référence, c'est souvent la référence du disque. Il y a souvent le nom aussi de la personne qui a fait l'acétate. Et parfois, le groupe a décidé de mettre une phrase. Alors en face A, merde à celui qui l'a lu, en face B, je rigole. Enfin, des fois, il y a vraiment des trucs très très drôles quoi, qui sont écrits sur les matrices. Et donc ça permet de s'en rendre compte et de le noter. Pour les fans les plus hardcore de certains artistes, c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir différencier deux pressages différents, qui pourraient se ressembler à fond. Le numéro de matrice, souvent, ne ment pas. Voilà, donc on parlait des supports, du format, c'est plutôt dans ce champ-là que ça se passe. Le pays. En ce moment, c'est très compliqué de savoir si un disque est produit pour le worldwide, comme ils disent ici, ou si c'est juste un passage UK, Europe, Israël. Enfin, voilà. Normalement, tout est écrit sur les disques et c'est à partir de ce que vous voyez, de ce que vous possédez, que vous allez renseigner en fait votre notice. Les titres avec les différents détails de droit d'auteur, ça a aussi son importance. Vous verrez ici Wendy Melvoin, qui est Wendy Elisa, compositrice de Prince, au moment où il était sur The Revolution. Wendy Melvoin, elle a fait autre chose. Elle est aussi la sœur de Mike Melvoin, qui était un musicien de studio américain. Jonathan Melvoin, qui a joué avec les Smashing Pumpkins, par exemple. Et ça, personne ne le sait trop. Parce qu'il était musicien de studio et de scène. Voilà, on a sa fiche en détail, quoi. Vous voyez, là, il y a 9 crédits d'instruments. Alors, j'espère, les Smashing sont là. Ça, c'est... très vite, on va avoir une somme d'informations conséquente. Et des fois, on en a plus même dans les renseignements, en fait, de la notice. Des gens vont se livrer et vont donner des détails qu'il n'est pas possible de mettre sur les notes. Et voilà. C'est pour ça, des fois, qu'on a vraiment beaucoup d'infos avec Discogs, c'est vrai. Donc là, je parlais donc de l'intégration d'images. Maintenant, le deuxième truc que je trouve très bien en fait, sur Discogs, qui peut nous aider, c'est la recherche avancée. Ils en ont une aussi. Et elle est vraiment chouette. C'est... j'ai cliqué. Ah, Christine qui quittait, pardon. Moi, je m'en sers des fois pour trouver des reprises. Donc ici, l'onglet titre et nom. On cherchait des reprises d'Amsterdam, en fait. Voilà. Et on ne savait pas trop si on en avait déjà beaucoup chez nous. Et en allant sur Internet, on va tomber sur des listes qui existent déjà, sur Wikipédia d'ailleurs, ou ailleurs. Mais là, on se dit, on a quand même Discogs, 16 millions de références, ça serait dommage de ne pas trouver. Donc on tape Amsterdam, Brel, parce que c'est l'auteur du morceau. Et voilà, on va tomber sur 80 réponses. Alors, je choisis de toutes les mettre pour qu'on se rende compte. Donc celle d'Imi Brignon, on ne l'avait pas trouvée d'ailleurs, quand on a fait notre petit travail. Je n'avais pas utilisé Discogs, on avait juste regardé notre catalogue. Et après, je me suis dit, tiens, je suis bête, j'aurais pu utiliser Discogs. Sébastien Lemoine, ok. Scott Walker, ça on savait. Jacques Brel, bien évidemment, hein, il sort tous les pressages où Amsterdam de Brel est crédité. Et puis, plus on arrive vers la fin, souvent, The Phones, tiens, Port of Amsterdam, plus on va tomber sur des choses un peu plus obscures. Là, par exemple, Max 165, parce qu'il y a 164 autres Max. Donc forcément la base elle se doit de pouvoir différencier en fait tous les homonymes. Quand c'est je vais prendre Didier Michel hein, parce que c'est Didier et Michel, un prénom assez... Bon, il peut y en avoir 4 en France, ça va être simple. Mais quand on prend juste le prénom et que c'est John, ça devient un cauchemar. Des John, je pense qu'il y en a 300 à 400. Quoi. Et le travail du contributeur, c'est toujours d'isoler en fait chacun des homonymes. Et si possible, on va voir si c'est fait. Bon là c'est pas fait. Mettre une petite photo en fait sur l'identifiant, voir quelques notes s'il est possible de le faire.
Là, on va aller chercher les max, justement. Donc, je fais une recherche max, je me suis mis sur artiste et je demande un strictement, ici, Salvateur, qui va nous sortir tous les max. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, vous voyez, le travail a été fait pour les premiers, pas trop. Et progressivement, en fait, on va se rendre compte que rien n'est renseigné. Donc là, on va augmenter la taille pour aller à 250. Et voilà. Et je vous assure, ah bah celui-là, on l'a, Max 111. Qui est Max 111? Ah bah c'est un disque local, ok. Astral Tears, un groupe de rock d'Orléans. Vous avez vu le petit point vert? Le 1 là, ici. Je vous montre maintenant à la limite, c'est notre collection. On a mis en fait dans notre collection tous les disques qu'on possède en fait de fonds local qui sont sur Discogs. Alors à l'époque où on a commencé ce travail, ils n'étaient pas tous là, figurez-vous que depuis c'est à peu près fait. Et là j'ai pu le faire dans le cadre de mon travail, j'étais content de faire des notices Discogs en journée, c'était cool. Voilà, et d'ailleurs il manque une image, mais on s'est en plus bien embêté à mettre la plupart des images. Je pense que je peux faire une petite vue comme ça. Il va falloir encore augmenter le curseur. Et là on a donc 1153 références qui sont intégrées à notre collection Discogs. Donc c'est vraiment quasiment l'intégrale de ce qu'on possède en support. Mais du coup, excuse-moi, c'est associé au compte de votre bibliothèque. Voilà, tout à fait, qui est là. J'étais venu sur Profil tout à l'heure. Voilà. Au compte Discogs, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc fonds musiciens locaux, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a un petit descriptif. La médiathèque centrale d'Orléans dispose d'un fonds spécialisé dans l'enregistrement de musiciens locaux. Nanana. On met un petit lien vers notre catalogue en ligne, parce qu'on imagine qu'ils sont curieux, les gens, et qu'ils vont aller voir ça. Est-ce qu'il marche toujours? Mais superbe. Par contre, j'ai pas. Ouais, il faut aller. Ouais, il vous envoie sur la recherche avancée. Et notre chaîne YouTube, alors petite parenthèse, on a une chaîne YouTube autour des musiciens locaux et on travaille beaucoup en fait sur les playlists. On suit 400 groupes, en fait 400 comptes YouTube du département du Loiret, du 45. Et donc on reçoit des notifications tous les jours qui nous permettent de nourrir des playlists. Donc ici, la playlist Blues, Gospel, Soul, Funk, avec les dernières vidéos, voilà. Donc ça, ouais, c'est aussi un truc qu'on fait. Et d'ailleurs, oui. Vas-y, finissez. Et d'ailleurs, sur une notice, en fait, on va revenir sur la notice d'Astral Tears, je ne sais plus où elle est, c'est 111. Bon, passons. On va aller sur Max 10, sur ce disque. Vous pouvez en fait intégrer des vidéos. Alors là, hop. Discogs s'est mis en lien avec Google et donc YouTube progressivement. Et du coup, ils ont vraiment un partenariat fort avec YouTube qui fait que vous pouvez en fait intégrer une vidéo à votre notice. Et si l'album entier a été créé en vidéo YouTube, vous pouvez l'écouter en fait en entier à partir de la notice de Discogs. À une époque, ils s'étaient lancés dans un système d'écoute un peu comme sur AllMusic ou Amazon, où on cliquait sur les morceaux, et très rapidement ils se sont fait toquer pour des problèmes de droit d'auteur, je pense. C'était juste pas possible. Et cette période-là a duré pas longtemps, et rapidement après, on a eu l'intégration des vidéos YouTube, et voilà, si le travail est fait sur YouTube et que quelqu'un pense à connecter, toujours pareil, les infos, eh ben, on peut écouter le disque en entier sur la notice Discogs. J'ai plusieurs questions par rapport à ça, ça m'intéresse vachement. Ouais. Par rapport déjà à la page que vous avez créée, c'est Médiathèque d'Orléans Réseau, ou c'est une médiathèque spécifique qui est liée à la scène locale? Parce que est-ce qu'il y a de la scène locale dans plusieurs structures ou juste dans une seule? Moi j'aurais bien mis Réseau des Médiathèques d'Orléans, parce que je parle toujours en ces termes-là. Je suis chargé de collection, mais même si c'est pas vrai, je vais bien parler du réseau, parce que c'est important pour les collègues. On a en fait 6 médiathèques en tout. Donc la médiathèque que vous voyez là dans le profil, et puis même cette photo-là, c'est la photo de notre fond au 4e étage de la médiathèque centrale. C'est vraiment le gros, l'endroit où il y a le plus de support. Et après, on a une autre médiathèque sur les 6 qui a un fond de CD, c'est tout. Et du coup, voilà, les autres médiathèques, on peut aller sur la chaîne YouTube, on peut consulter ce qu'on fait autour de la scène locale, mais il n'y a pas de fond. Et on est vraiment les seuls à la médiathèque centrale à avoir un travail patrimonial autour de la scène locale. À la médiathèque Maurice Genevoix, ils ont un petit fond, mais tout petit, qui ne sort pas en fait.
Enfin, vous l'avez remarqué, souvent les supports de fonds locaux sortent moins que le reste, et il y a certains disques qui sortent pas du tout, quoi. On les a comme ça, mais bon, et il faut juste penser à ne pas les désherber parce qu'ils ne sortent pas. À Strasbourg, on a 13 médiathèques de réseau. Ouais. Et chacun est libre d'acheter la scène locale, mais il y a quand même 2 sur les 13 qui sont vraiment très axées scène locale. Une parce qu'historiquement, et l'autre parce que grosse structure qui a ouvert il y a 15 ans et avec un énorme budget et avec beaucoup d'actions avec la scène locale. Donc voilà, ça fait 2 entités. Du coup, je me posais la question de savoir comment vous avez organisé ça par rapport à ça. Est-ce que vous êtes passé par votre service informatique pour valider ce genre de choses? Alors, moi je suis un petit peu une sorte de punk. Service informatique, on n'a pas besoin d'eux en fait pour ça, parce que c'est en ligne. On a juste rendu visible ce travail sur Discogs sur notre portail. En fait, on pense que ça intéresse personne, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, quoi. Mais là, dans l'onglet musique, vous allez avoir une très belle photo d'une collègue, là encore, c'est elle qui nous a fait la photo aussi du fond. Donc la fila, YouTube et Discogs est là, voilà. On a juste fait ça. C'est la seule représentation. Quand même dans le portail. Hein. Ouais. Par pour musique. Voilà, et c'est tout bête, hein, c'est un lien qui vous amène vers notre page là, sur laquelle on était à l'instant. Franchement, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les publics. On en parlera après, on n'est pas tout seul maintenant, on a d'autres collègues qui. Vous pouvez maintenant faire votre page Discogs, il n'y a aucun souci, je pense. Et je vais vous motiver après, vous allez voir. On n'est pas tout seul. Juste la question qui est enchaînée, l'intérêt patrimonial, vous voyez, j'imagine que vous avez passé pas mal de temps à rentrer dans les informations, et vous avez vu au niveau d'un certain public une visibilité les musiciens finalement des gens qui ne venaient pas faire leur recherche sur le catalogue, mais qui sont souvent sur Discogs et qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose dans la médiathèque. Ça, c'est réel. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, non seulement parce que, alors, moi j'ai à titre personnel en fait, je fais beaucoup de notices. À titre de boulot, on a créé 341, là, vous voyez, contribution, c'est ça. Collection 1150, ça veut dire que déjà le travail était quand même pas mal fait, mais on l'a fini. Là, vous voyez, la dernière contribution, elle date de 11 jours. Voilà, on a créé vraiment Médiathèque Orléans, ce disque, parce qu'on l'a acheté avec le GAM. Et quand un musicien local voit que son disque, on l'a acheté, qu'on a en plus créé sa notice sur Discogs, parce qu'il y en a qui sont curieux, eux ils le voient pour le coup, ils sont contents en fait. Ça, plus YouTube, plus tout ce qu'on peut faire pour la scène locale, c'est d'autres choses. Ça se voit, mais c'est quand même un peu sous le radar, quoi. Mais c'est pas un travail que je trouve inutile. Et puis, allez, je fais encore une autre parenthèse, on va réussir à sortir peut-être. Je ne peux pas vous parler de la wantlist, parce que je ne veux pas vous parler trop du marché. La wantlist, c'est ce qu'on a repéré en fait qui nous manque dans notre collection et qu'on aimerait bien acquérir. Nous, on a un problème, c'est que ça fait 5 ans qu'on a demandé une carte bleue. Je pense qu'on l'aura jamais. Donc, on ne peut pas acheter de musique dématérialisée sur Bandcamp. On ne peut pas encore. Et je suis fou parce que le travail, en fait, je crée déjà les notices Discogs, des disques Bandcamp. J'ai déjà une liste en fait de tous les albums Bandcamp orléanais et du Loiret qu'on voudrait acheter, mais j'ai pas cette année carte bleue. Et c'est pareil pour d'autres collègues qui sont un peu en misère par rapport à ça. Donc on est à l'arrêt pour ça. Et cette wantlist, elle est juste là pour nous rappeler un peu tout ce qu'on pourra s'acheter. Donc acheter des disques en double, c'est plus possible. Je vous entendais parler du fonds local en double ou triple. Nous, voilà, c'est réglé, quoi. Et du coup, là je regarde rapidement. Ils n'ont pas l'air trop chers tous. Mais, voilà, le African Groove de Nick Dombey à 40 €, faut réfléchir quand même. Parce qu'on achète déjà plus de disques en fait à 40 € presque. Voilà. Nous, on a courbé les chines, on a dit ok, vous voulez nous supprimer, pour faire baisser notre budget d'acquisition. On va donc demander à faire des concerts, à avoir un studio de pratique musicale, vous avez peut-être entendu parler, à faire des trucs comme ça. Mais si vous nous baissez le budget d'acquisition, on aura beaucoup moins de choses. Donc, on en est à ce point-là maintenant. Du coup, la wantlist, je ne voulais pas trop en parler, mais c'est un truc qui vous permet de repérer les disques à acheter. Une autre question, on peut revenir sur le fil. Ouais, c'est bon. Une question tout le temps. Ouais, bon. Je reviens rapidement sur ce qui est utile dans notre travail pour Discogs. Parce que j'en avais parlé rapidement, mais les listes, c'est vraiment un très bel outil pour trouver des bonnes idées de sélection thématique, pourquoi pas. Donc les listes, on les trouve ici, paf,
quand vous cliquez sur liste dans le profil, alors nous on n'en a pas fait, hein, pas encore, ça sera certainement un jour fait, mais pour l'instant on n'a pas trouvé utile. D'autres collègues en font. Nous, comme on a notre collection déjà, on se dit que les gens ils ont déjà ils peuvent voir tout ce qu'on a. Si un jour on a envie de faire des listes thématiques sur le rock orléanais, le rap orléanais ou des choses comme ça sera simple de le faire dans ce cadre-là. Les listes, donc, vous aimez l'art nouveau ? On va augmenter le curseur. Donc le contributeur Tousovski, qui est connu un peu parce qu'il en a fait beaucoup des listes, 59, et franchement c'est du travail des fois, s'est amusé donc à recenser toutes les pochettes qu'il a trouvées sur Discogs où ils utilisaient de l'art nouveau. Donc c'est celle-là, elle est juste dingue. J'ai mis à fudge en japonais. Voilà, donc ça c'est pas mal pour repérer très rapidement des choses. J'aime pas trop l'outil pour trouver des listes sur Discogs, mais voilà, il est ici. Si vous cherchez les dernières créées, elles apparaissent ici en temps réel. Vous voyez, il y a 3 heures, le contributeur GPX a fait une liste Jack Techno Prisoners Mix. Ah oui, il a dû référencer en fait tous les morceaux qu'il y avait dans un mix. Ça, c'est des choses qui se font. Moi, à titre personnel, j'ai une liste où je liste mes concerts que j'ai vus. C'est marrant, franchement, parce que je commence à perdre la mémoire. Et c'est un bon outil pour... voilà. J'ai aussi fait des listes un peu sur tous les disques qui recensent... tous les disques du Prisonnier, de la série. C'est toujours compliqué de trouver ces références-là parce qu'il y a un chef d'orchestre, Ron Greiner, il y a des compositeurs qui sont très différents, des périodes où ça a été réédité, et en fait on n'arrive pas à trouver sur Discogs vraiment tous ces disques quand on les cherche. Par contre, la liste permet de tous les voir et d'accéder directement en fait à ça. Vous allez voir. Je cherche, on a vu la liste des Beatles en 78 tours. J'ai envie de faire une table thématique autour des pochettes de train. Alors après, il faut les posséder dans son fond, hein. C'est l'élément le plus compliqué. On va essayer de trouver, sous Shop en général il est bon, non Trains, allez. Bon, il y en a que 21, à mon avis on va pouvoir trouver beaucoup plus fort. Et voilà, c'est instantané, c'est intéressant. Donc je sais pas, en France, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Vous n'avez pas une idée là qui vous est venue en tête d'une thématique? Bon, si ça vous vient, on jouera après. Voilà pour les listes. Un autre outil aussi que j'aime beaucoup, c'est la notation. Alors on va aller... tiens, je voyais une tête de Radiohead. C'est bon, ça se passe. Voilà. J'ai un désherbage à faire. Je connais pas beaucoup les musiques et on me demande de virer 15 des 17 Radiohead que je possède. Qu'est-ce que je fais? Alors, moi je vais vous dire, honnêtement, j'utilise un site qui s'appelle AllMusic, je ne sais pas si vous l'utilisez, qui est vraiment chouette pour ça, pour la musique anglo-saxonne, parce que dès que c'est francophone, c'est un cauchemar. Si on va sur Radiohead, on va donc avoir des renseignements, un peu comme Discogs. Hein. La base, par contre, je pense qu'elle n'est pas bénévole, c'est plutôt pro. Et on va avoir moult renseignements, notamment la discographie. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que dans la discographie, vous avez le AllMusic Rating et le User Rating, comme un peu pour Allociné ou IMDb, je crois. Non, IMDb, il y a les deux aussi. Non, Allociné, ça c'est sûr. Et vous allez donc avoir un peu la critique journaliste ou professionnelle et la critique publique. Donc déjà, il y a ce truc-là, le A. Ça, vous savez que c'est un album incontournable. OK Computer, je pense qu'on est tous d'accord. S'il y en a un à pas enlever, c'est plutôt celui-là, je pense, pour Radiohead. Et vous voyez qu'il y a eu 9000 personnes quand même qui ont pris du temps pour donner leur avis. Donc moi déjà, si j'ai un désherbage à faire, je me dis que le plus populaire, ça va être Kid A et OK Computer. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'avis, normalement. Oui, j'ai dit 15 albums, c'est vrai qu'il y en a pas autant.
Voilà. Ensuite, est-ce que je dois enlever le premier album? Moi je sais que je suis fan des premiers albums, souvent c'est les meilleurs, il y a toute une carrière à rattraper le niveau, ils n'y arrivent jamais. Bon, Radiohead, par chance, ils ont réussi à évoluer et à muer. Est-ce qu'on doit enlever Pablo Honey? Bah voilà, ça c'est la question après que vous vous posez. AllMusic peut vous aider quand même. Parce que s'il y a un album à enlever, ouais, j'aurais peut-être pu enlever un des derniers que Pablo Honey, personnellement. Donc ça peut être un peu trompeur. Mais la vie publique, qu'est-ce qu'il nous dit? La vie publique, voilà, il dit quand même que Pablo Honey est meilleur que le King of Lands. On est tous d'accord? Non? Oui. Ouais. Ouais. Donc moi je pense que AllMusic, c'est un outil qui peut nous aider pour le désherbage. Mais pas francophone. Alors du coup, bah tiens, on va prendre un francophone, on va aller sur Nordésir, non en fait. Je sais pas, Feu Chatterton. Hein, pardon? Armand Méliès. Armand Méliès, bravo. Alors déjà, il manque l'image. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal écrit? Non, c'est pas possible, il n'y a pas que ça. Il n'y a peut-être pas de D. Ouais, ils se sont trompés. Alors vous voyez, voilà, typiquement, il faudrait faire une fusion. Donc cette notice-là, en fait, Autoprod, chanson française, volume 1. Alors j'espère que c'est pas moi qui l'ai créé. Je m'en doutais, hein. Mais Wonder Mag, bon, il allait peut-être un peu vite. Déjà, il a fait le travail de Sarah Cox 5, il a pris le temps, en fait, de bien différencier chacun des artistes. Et franchement, on perd un temps des fois. Quand on arrive sur John 250, il y a de quoi mourir, quoi. Et il y a des travaux encore plus compliqués, les gens qui nettoient la base en fait, parce qu'on a tous nettoyé des bases, et qui vont faire que Max 42 et Max 64, qui sont les mêmes personnes en fait, vont se réunir à un moment. Et ça c'est encore pire, ça demande beaucoup de temps. Donc Méliès, ça s'écrit bien comme ça, et du coup on va aller voir, alors moi je connais moins la discographie, celui-ci je sais que je l'aime bien, on va aller voir en fait la notation. Et la notation elle est là, note moyenne, 5. Donc, ça veut dire que 5 personnes l'ont noté et il y en a 2 qui ont mis 3, 1, 1. Voilà. 50 membres le possèdent, 8 le veulent. Bon. Je ne sais pas si on peut vraiment faire un désherbage avec ça, mais ça peut nous aider quand même. On va peut-être aller voir les derniers, les plus récents. Alors là, celui-là est complètement dématérialisé, hein. Il s'agit de 9 fichiers. La personne qui l'a téléchargé en FLAC. S'il avait téléchargé en MP3, on lui aurait demandé de mettre MP3, avec le bitrate à côté, 320, etc. Ça va très loin. Ah bah d'ailleurs, il a mis le bitrate du FLAC. Et là, la note n'a pas été mise. Voilà. C'est peut-être un peu trop pointu. Hein. Donc après, il reste Sens Critique, il y a d'autres sites qui permettent de le faire, ou un collègue qui pourrait nous aider. Quoi. Il appelle un ami ou un collègue. Donc la notation, moi je trouve que c'est un truc qui pourrait servir. Et après, pour revenir sur le titre de cet atelier, je voulais parler de cartographier la musique locale, cette fois-ci, avec l'exemple des Burning Heads. Dites-vous que si vous êtes, alors moi je suis orléanais, voilà, je me sens en plus de ça comme étant bibliothécaire habilité à pouvoir mettre des infos sur le net. Je me dis que si la notice des Burning Heads n'est pas faite, c'est plutôt à moi dans le cadre de mon compte professionnel, parce que maintenant le compte médiathèque est officiel, c'est à moi de rentrer les infos. Avec le compte professionnel médiathèque, je vais mettre les Burning Heads, groupe d'Orléans formé en 87. Et en anglais, parce que c'est la langue de référence. Ça, c'est un peu pénible, je vous avouerai, j'aime pas trop. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et je me dis que si ce travail est fait, quelque part, il pourra servir à d'autres. Et en cela, je vais cartographier la musique locale. Je vais mettre des jalons sur des éléments de recherche. Admettons que quelqu'un travaille un jour sur le rap de province. On en parlait hier avec Damien. Moi, je hurle depuis 2 ans parce que j'en ai marre d'avoir la vie de Dynasty, de tous les grands du rap parisien. On parle très peu de ce qui s'est passé à Marseille, encore moins de ce qui s'est passé à Lyon, à Strasbourg, j'en parle même pas, et pour toutes les autres villes. Si un jour un chercheur se met à chercher des infos sur le rap orléanais, par exemple, je pense qu'il va avoir des problèmes. Il devra se rapprocher de nous, de professionnels. Je vais faire ça au débeauté, hein. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je tape rap Orléans, on va juste voir.
Je vais voir ce que ça donne. Donc je mets France, je mets artiste, non, il n'y a rien. Par contre, voilà. Alors manifestement, j'ai pas mis rap, j'ai peut-être mis rappeur quand je décrivais la notice, dans la notice d'un musicien. Mais si j'avais mis dans mes notices d'artistes rap artiste from... Ah, mais à Orléans, peut-être que j'ai pas mis d'accent. Ça aussi, ça peut jouer. On va voir. Ouais, il y a Nouvelle-Orléans, forcément. Pourtant... Bon, ça ne matche pas. Alors, mais si on fait ce travail, moi je suis persuadé qu'à un moment, au niveau de la recherche, ça va donner. Ça, de toute façon, tout ça, les 3 premiers, c'est des disques orléanais. Ben, vous voyez le 1, de toute manière. Celui-ci, on l'a pas encore. Mais on aimerait bien l'acheter. Il est un peu cher. Et on n'a pas de carte, je vous rappelle. Donc, voilà. On peut cartographier donc un artiste qui n'existe pas, donner des renseignements. Je vous l'ai dit, renseigner aussi quelque part une scène. Mais on peut aussi s'attarder sur autre chose que de la musique actuelle ou du rock'n'roll. On a aussi pas mal travaillé autour de La Rêveuse, qui est notre ensemble baroque de référence, mais on a aussi des Folies Françoises à Orléans. Après La Rêveuse, bon, c'est vrai que ils sont signés chez Harmonia Mundi quand même. Et maintenant, ils ont une discographie. Alors on les a tous, hein, et, on a dû en créer pas mal. Notamment le dernier. Hein, on va aller voir ça. Alors on avait reçu le promo des mains des artistes avant la sortie, Médiathèque d'Orléans. Bon, le travail est fait. Des gens sont 3 à le vouloir, ce promo. Les fans de collector l'ont. Nous, on l'a pas intégré, on l'a pas mis qu'il faisait partie de notre collection parce qu'il n'est pas en catalogue, tout simplement. C'était un truc que j'avais pas dit tout à l'heure, la collection elle reflète ce qu'on a vraiment en accès au public. On a une quantité de documents qu'on ne peut pas équiper, qu'on n'a pas envie de mettre au public parce qu'on pense que ça va être abîmé ou que ça n'a pas d'intérêt. Et puis il y en a aussi qu'on n'a pas envie de se faire dérober, quoi. On a des pressages assez rares, des trucs un peu, notamment dans le punk, qui sont des musiques qui cotent, comme on dit. On hésite parfois à mettre des 45 tours, voilà. On garde ça pour nous et puis on les met même pas dans notre pack, dans notre catalogue, quoi. Donc voilà pour ce qui est de La Rêveuse. Pour vous dire en fait que le champ de la cartographie locale est large, on peut vraiment aller très loin. Nous on est allé jusqu'à mettre des cassettes qu'on a récupérées. Je vais vous montrer ça. Tac, je sais pas si je vais la retrouver. Ah, attendez, c'est un cœur pour Christine. Cœur. Ça. Je vais vous faire une histoire émouvante. Alors cette cassette, on a un ancien collègue, en fait, la personne que j'ai quasiment remplacée, qui fait encore tous les Emmaüs du coin, les caches convertères à la recherche de pressages locaux, et qui nous les donne en plus, parce qu'il sait qu'on ne peut pas les acheter. Il a trouvé cette cassette, en fait, une cassette gravée, pressée par une association, je pense, qui en fait reflète un concert de soutien et d'aide à une jeune fille qui, en 88, se faisait opérer de la mucoviscidose, en fait, se faisait, pas de la muco, mais se faisait opérer cœur-poumon. Et donc, elle avait besoin d'un financement pour ça, c'était très cher, et même à l'époque, on lui disait qu'elle allait mourir avant 25 ans parce que la technologie n'était pas encore au point. Et du coup, elle avait besoin de sous pour ça, pour partir à Londres se faire opérer. Donc il y a eu différents trucs qui ont été faits, donc un concert de soutien en 88. Et ce concert, en fait, elle ne savait même pas en fait, qu'il avait été enregistré, parce qu'elle est toujours en vie, en fait. Elle a 50 ans maintenant. C'est une copine, donc je la connais, et quand il m'a filé la cassette, j'étais comme ça, quoi. Et je lui envoie un mail, et je lui dis, tu vas halluciner. Je lui envoie la fiche Discogs, du coup, parce que je l'avais rentrée sur Discogs. Alors elle m'a dit, j'ai pas réussi à l'écouter. Bah oui, c'est normal, il n'y est pas, c'est juste une notice. Donc je lui ai envoyé le fichier, ça a été un peu compliqué. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas connaissance de ça. Elle était déjà à Londres au moment où le concert a eu lieu. Et cette cassette, déjà, elle a failli tomber quand je lui ai envoyé le lien, et quand elle a écouté, elle a pleuré. Enfin, c'était vraiment très, très fort. Et ça m'a... alors là, on est sur un truc très affect. On est quand même sur la cartographie de la scène locale, mais vous avez là potentiellement quelque chose à raconter, une histoire à raconter.
un post à faire sur Facebook. Moi je lui ai dit, Christine, ça te dérange pas si je te prends en photo avec ta cassette dans les mains en fait et qu'on fasse un truc. Elle m'a dit, je sais pas, oui, enfin bon voilà, on va construire ça je pense dans le temps parce que ça se fait pas non plus comme ça. Puis elle vient pas tout le temps à la médiathèque. Et ça voilà, c'est vraiment une histoire qui naît comme ça, très émouvante, à partir d'une simple notice. Parce que si je l'avais pas connu, comment on l'aurait contacté, comment on aurait pu lui montrer une image de cette cassette, on aurait fait voilà. Bon. Donc la cartographie de la scène locale, c'est aussi quelque chose que je trouve utile pour notre travail quotidien. On a ce rôle de représenter peut-être sur le net notre travail de tous les jours de patrimoine. Après, est-ce que ça a une utilité? Ça, je ne vais pas vous dire que ça servira forcément à quelque chose. Mais moi, je pense que c'est pas une perte de temps. Après, à vous de me dire. Non, ça vous paraît un peu désuet ou pas? Ouais, bon, on continue. On va réfléchir. Ouais, réfléchissez. Donc, on va passer peut-être maintenant... Qu'est-ce que j'avais noté sur mon plan? À la place de marché rapide, allez. Pour vous dire donc, en complément de ces infos, là, 100 millions de ventes en 2015, etc., la place de marché existe et la plupart des utilisateurs de Discogs, ils sont quand même beaucoup là-dessus. Hein. Ils vont aller voir s'ils peuvent acheter les disques qui les intéressent et tout ça. Et forcément, parfois, ils tombent sur nos notices. Du coup, moi, il m'est arrivé d'avoir en fait à parler à des gens via la messagerie de notre... alors, je vais vous y emmener, hein, la voilà, la messagerie. Donc, on a des messages souvent pour nous dire que notre wantlist s'étoffe et ça nous agace. Mais qu'on pourrait acheter plein de disques, on va dire. Et puis, des fois, il y a des messages personnels. Alors, souvent, ils restent en mémoire alors que les autres disparaissent. Voilà, Matos. BOJM, Épopée. Bon, alors c'est pas très RGPD, je suis désolé, mais bon, c'est pas son vrai nom non plus, donc c'est pas grave. Je ne suis pas d'Orléans, je suis du Pas-de-Calais, tiens. Mais je recherche ce CD, est-ce que vous pourriez trouver ou avec un CD à vendre 2? Ok. Donc j'avais compris un peu la moitié de message, et du coup, ouais, on a dialogué un petit peu, donc je lui ai expliqué qu'on pouvait pas le vendre, bien évidemment, qu'on n'en avait pas en double, que c'était un disque qui était... introuvable, et voilà. Mais on peut être exposé à ce genre de choses parce que les gens sont intéressés, notamment dans le rap français, le punk, je vous disais aussi. C'est des mouvements qui sont très très recherchés par les chasseurs de collectors. Et pour faire une parenthèse, la plupart sont aussi des patrimoniaux, quoi. C'est à leur manière, hein, c'est pas des bibliothécaires. C'est des gens qui, chez eux, en fait, numérisent, dématérialisent des supports, des cassettes, et font la collecte de ça. Moi, j'ai été contacté aussi, à titre personnel, pour dématérialiser des cassettes, dématérialiser des CD, et les envoyer à des gens que je ne connaissais pas, mais qui, de leur côté, en fait, référencent la scène rap française. Et pour le coup, française, ça va très très loin. Là, pour le coup, je retrouve vraiment ce que j'ai envie de voir dans ce côté patrimonial. Ils vont me dire, ah ouais, Orléans, il manque des trucs, vas-y, file-moi ça, tout ça, moi j'ai ça, j'ai récupéré des choses grâce à eux que j'aurais pas pu avoir. Et il existe en fait en ce moment des réseaux, alors je connais quelques styles mais pas tous, et je pense que dans tous les styles de musique, il est possible de tomber sur des fans. Et eux, leur base de référence, c'est bien évidemment Discogs. Donc voilà. Pour la place de marché, on va pas trop s'étendre. Voilà. Je voulais vous parler maintenant des API. Est-ce que vous voyez un petit peu le côté API d'un site alors je ne suis pas très technique au niveau des sites internet, mais quelqu'un pourrait l'acronyme au moins le décrire? Non? Bon. En gros, quand un site existe, toutes les informations sont rangées, structurées dans un schéma, et nous, si on a un outil, une application qui permet d'aller chercher ces informations, et de les transformer pour qu'elles apparaissent sur notre outil, on peut faire une passerelle en fait, entre une ressource, une base de données et la nôtre. En gros, je pense que les notices du GAM, par exemple, ça peut être considéré comme ça. Enfin, il y a un moment, une correspondance qui est faite, on va vous demander si on les intègre en Unimark, en 54-62 ou en machin. Ça, c'est déjà une forme d'API, parce qu'on va faire correspondre en fait, un langage et un autre. L'API pour Discogs, c'est l'outil qui permettrait à nos SIGB
de pouvoir intégrer en fait des notices directement. C'est ça que j'ai envie d'exprimer dans ce petit passage. C'est qu'il y aurait la possibilité pour nous d'aller récupérer directement les notices de disques qui nous intéressent pour les intégrer dans notre SIGB. Donc souvent, je pense que vous récupérez les notices avec les fournisseurs, CVS, RDS, Gab. Est-ce que vous rentrez encore vos notices à la main si vous passez par des marchands de disques, Leclerc, Fnac et compagnie? Non? De moins en moins? Est-ce que quelqu'un fait encore ses notices? Non? C'est fou ça. À l'occasion, oui. À l'occasion. Alors, il s'agit de quel disque? Ça sera un don? Non? Je sais pas quel... Un disque local que vous aurez récupéré? Ouais, plutôt ça. Un disque local, on est d'accord? Le disque qu'on va chercher chez un disquaire local. Ouais, hein, voilà. Donc l'utilité de l'API, ça serait de dire on va pas se faire suer à récupérer la notice, on va l'intégrer directement en fait à partir de Discogs. À la PNF, toutes les notices sont faites documents en main. À la main, oui. Excepté les notices du dépôt légal qui sont dématérialisées, qui sont fournies par la société Quanta. Ouais. Mais sinon, toutes les notices de support physique sont faites. Par contre, pour nous, pour les récupérer, vos notices, c'est compliqué. Moi, je sais que MOOC, non. Bah, c'est par la Bibliographie nationale française. Enfin, pour le dépôt légal, mais oui, il y a une manière de c'est MOOC. Il y avait un logiciel quand on mettait. Ouais. J'avoue que je sais pas. Ouais. Je sais que c'est possible, mais. J'ai pas tout. Enfin, à l'époque où j'y allais, mais c'était il y a plus de 10 ans, j'y trouvais pas grand chose. Je pense que ça s'est. renseigner, mais enfin, je sais que certaines bibliothèques le font. Ouais. Enfin, bon, après, on a tous un peu de temps encore pour cataloguer, je pense, mais c'est quand même sympa quand, admettons que vous receviez un don, un fonds un peu rare d'un allumé de votre région. Voilà, si vous voyez que tout est sur Discogs et vous ne pouvez pas le mettre sur le SIGB, ça peut être rageant. Du coup, je voulais parler de ça parce que on a la BCU de Lausanne qui a créé un compte sur Discogs qui posait une question, je suis tombé dessus là en préparant ce travail, et qui demandait en fait quel était le nombre de requêtes par minute que proposait l'API de Discogs pour pouvoir faire marcher en fait le SIGB de la BCU de Lausanne. Parce qu'eux, ils étaient en train de développer en fait l'application de leur côté, où ils pensaient à la développer pour pouvoir intégrer les notices de Discogs. Et je me souviens aussi de Stan Chapelle de la médiathèque de Cherbourg, qui il y a 5 ans nous demandait en fait si on pouvait partager avec eux les frais de l'éventuelle élaboration d'une application qui permettrait de faire parler Discogs et notre site. Alors lui, je crois qu'à l'époque on avait le même SIGB, depuis on a changé. On est chez Koha, comme vous l'avez vu, et du coup moi je sais que si je demande à la communauté Koha de développer un truc, ils pourraient le faire. Mais je pense qu'il faudrait qu'on soit plusieurs techiers pour avoir un poids et que ça soit fait peut-être plus vite. Parce que là je crois que la demande n'est pas vraiment partie encore. Donc voilà. Et je voulais vous dire, ne seriez pas arrêtés si jamais à un moment vous repenserez à ça. Si vous voulez gagner du temps et pas passer votre temps à cataloguer, techniquement, il est possible de faire parler en fait Discogs et votre SIGB. Comment ça fonctionne? J'ai l'exemple concret d'un fonds de vinyle ancien d'un collectionneur qui nous a été donné il y a 10-15 ans. Ouais. Il doit y avoir 12 000 copies. Et apparemment, il y a 5-10 ans, quelqu'un, un spécialiste de musique classique, en fait, c'est plusieurs vinyles de versions différentes de mêmes œuvres. Un trésor, quoi. Ouais, et il y avait à l'époque, maintenant ça a dû évoluer, certaines qui n'étaient pas éditées en CD et qui n'étaient pas sur le net non plus. Donc du coup ça a été commencé, puis ça a été mis à l'abandon. Si on trouve des références, on a catalogué 1000 sur 12 000. Ça c'est un exemple type, on pourrait aller utiliser l'API, mais concrètement ça se met en place comment, et notamment encore une fois avec le service informatique. Alors là par contre, oui, facilement, là par contre, c'est avec quoi le service informatique, ça sera toujours au niveau de la passerelle, on va être sûr qu'il n'y aura pas un frein, un moment, un pare-feu, comme on a souvent qui nous embête. Là oui, effectivement, là c'est un truc de techos. Non, je dis pas que c'est pas possible, je pense qu'il faut d'abord voir avec votre SIGB, et ensuite s'il y a un souci, au moment du développement de l'API, en fait, on vous dit attention, le nombre de requêtes déjà par minute, ça c'est important parce que si ça communique pas assez bien, vous n'aurez pas l'info, pas assez vite, voilà. Et puis savoir s'il n'y aura pas un pare-feu, effectivement. Ouais, à mon avis, là, il y a besoin d'un collègue à la DSI, quoi. Voilà.
Du coup, on va parler des collègues, tiens, les nôtres. Alors tout à l'heure j'avais préparé les liens. Ah bah il y a l'ABCU de Lausanne, j'avais préparé. Et par contre j'ai pas les autres. Ok. Parce que j'avais encore pas internet 5 minutes avant de commencer. Du coup, allez, la Gironde Music Box, c'est parti. Eux ils ont créé leur compte en 2015. Et du coup leur collection en fait, j'ai pas demandé à nos collègues, mais leur collection, à mon avis, met en avant tout ce qu'ils possèdent dans leur fond. Il n'y a pas tout le reste. Et ils vont, même sur les plusieurs pressages, ils vont avoir le CD et le vinyle, ils vont mettre les deux. Alors là, c'est la cassette, tiens, carrément. Nous, on n'a quasiment pas mis nos cassettes sur Discog. On les a créées, mais elles appartiennent pas à notre collection. Voilà. Voilà les collègues de la Gironde Music Box. Après leur compte, bon, voilà, c'est juste une collection. Et ils notent. Bon, après, ils ont l'air très généreux. Ils ont mis 5 partout, j'ai l'impression. C'est pas très correct. Mais c'est normal, on soutient sa scène locale. La BDB de Belfort, ça a été les premiers en France. Moi, en tout cas, ils m'ont motivé à le faire. Voilà, je me disais, ah bah c'est bon, on ne sera pas les premiers. On pourra déjà dire, hé, regardez. 2012, par contre, ils ont un peu arrêté depuis très longtemps. 8 ans sans contribution. Eux, ils n'avaient pas du tout. Alors, si, peut-être pour Rodolphe Burger encore, non, il vient plutôt de l'Est, un peu plus à l'Est. Ils n'ont pas utilisé le côté patrimonial, en fait. Ils ont mis dans leur collection le fond de musique spéciale, enfin un peu expérimentale ou musique contemporaine plus. Voilà, ils voulaient mettre en avant en fait leur collection de musique bizarre. Désolé d'utiliser ce terme, mais si on regardait un peu dans le détail de leur collection, vous verrez que c'est un peu ça, quoi. Et puis manifestement, ils ont dû arrêter à un moment d'utiliser ce médium-là, et voilà, leur Discogs est plus trop à jour. Ou alors la personne qui s'en occupait est partie. Il y a ça Il y a aussi. pas de suivi de- Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça, je pense. Oui, forcément, si un jour je quitte la médiathèque, moi j'ai mon collègue que j'ai formé. Je l'ai poussé à faire ses premières notices, parce qu'à la base il n'a pas de compte personnel. Et maintenant, ça l'amuse quoi en fait. Il est content de cataloguer ailleurs, vu qu'on a moins de nouveautés, vous avez compris. Voilà, et c'est vrai que il faut penser à la suite parce que c'est un travail sur longtemps, comme vous pouvez imaginer. Nos collègues de Tours ont créé leur compte Discord il n'y a pas très longtemps. Ça n'a pas marché. Ah ben non, ça n'a pas marché. Alors, CTRL-C, paf, CTRL-V. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait Tic. Ah ben si, elle marche plus. Oui, ils n'ont pas supprimé leur compte, hein, c'est pas possible. Ah oui, j'ai mis les deux, pardon. Je fais trop. Voilà. Ils l'ont créé en 2020. Une belle photo. J'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Ça ressemble pas à ça la BM de Tours. C'est un peu plus moderne, je vous rassure. Alors eux, ils n'ont pas choisi la collection pour mettre leur fond local en avant. Ils utilisent en fait autre chose. Leur collection en fait met en avant... c'est quoi ça? Alors je vois une compile japonaise, c'est les vinyles, ça ressemble au vinyle. Aya Nakamura en vinyle? Ouais, ok. Ouais, ils ont les moyens, ça se voit. Ah bah oui, ça c'est typiquement du vinyle. Cette collection elle est dingue, archives sonores de la littérature noire. Vraiment chouette. Je suis content de savoir qu'ils les ont. Ok, alors oui, eux ils ont des dons en fait, ils reçoivent des dons. C'est ce que je voulais vous dire, dans le côté aussi cartographier la musique mondiale, eux ils ont fait un pas quelque part. Est-ce que... Oui, j'en parle maintenant, j'en parle après, j'en parle maintenant. Donc la BM de Tours en fait reçoit des dons, que nous on en a peu, et puis ils sont pas aussi qualitatifs que les leurs, j'ai l'impression, on se débrouille mal pour l'instant on va dire. Mais ils arrivent à récupérer des lots qui appartenaient à des discothèques, non, mais à une salle de concert, pardon. Ils ont récupéré un lot de disques qui appartenait à une salle spécialisée en jazz. Alors c'est pas le Petit Faucheux qui existe toujours, c'est une autre. Et les anciens proprios leur ont refilé en fait tout leur vinyle.
comme ça, en disant nous de toute façon si on les vend, oui on va les vendre, on va se faire un peu de sous, mais on préfère que ça soit pour vous, que vous les fassiez vivre et que voilà. Un don patrimonial comme on les adore, mais c'est assez rare hélas. Et ils ont récupéré plein de dons comme ça. Là où ils sont forts, c'est qu'ils ont réussi à avoir des shellacs en fait de gamelan. Je ne sais pas si vous suivez un peu le gamelan, qui est une musique qui vient de Bali, faite avec des percussions métalliques, métallophones. Et c'est juste des disques très rares qui sont peu réédités. Il y a peu de CD, peu de vinyle. Et là, ils ont eu une chance énorme, c'est qu'ils sont tombés sur un dingue de 78 tours. Toute sa vie, en fait, quand il partait en voyage, achetait des 78 tours. Ça me rappelle un peu moi, sauf que je suis né trop tard, définitivement. T'imagines un peu, tu vas en vacances, tu ramènes un 78 tours de tes vacances. Ouais, donc il est allé à Bali, manifestement, et il avait ramené un shellac. Et du coup, la BM de Tours a créé la notice. Voilà, tout simplement. La différence entre un shellac et un 78 tours? Alors 78 tours, c'est la vitesse de lecture, et shellac, c'est comme si je disais vinyle en fait, c'est la matière. Ah, c'est la matière. Voilà, c'est vrai que je... Ouais. 78 tours, c'est ce qu'il y avait dans les jukebox, il y a un ou deux morceaux dessus, il n'y avait pas plus. Non, c'était 45 tours ça. C'était 45? Ouais, 78 tours, tu pouvais mettre 4 morceaux parfois, voire plus. 78 tours, il y a quoi, 2 minutes 30, 3 minutes par place Ça peut monter jusqu'à 5 minutes. Ça peut monter à Ça 5 peut monter minutes. jusqu'à 5 minutes. En fait, 78 tours. Enfin, ça dépend du... Mais je connais pas de jukebox de 78 tours. Ah, ça existait. Ouais. Il y en a eu, mais. Enfin, qu'étonnant, oui. Les 78 tours, c'est un peu une appellation une facilité de langage pour dire les disques en gomme-lac, en français chez la gomme-lac. C'est ça, c'est pas du vinyle, c'est de la gomme. C'est la gomme-lac, ouais. Bah, chez Lac en fait. Le vinyle, c'est la matière qui est utilisée après. Pour les 33 pour tours. les micro-sillons, en fait. Ouais, pour les 33 tours, mais tous les 78 tours sont soit en shellac, soit en, je sais pas, gomme-lac, c'est la traduction en français de shellac, je crois, non? C'est pas ça? Oui. Ouh, faut Non, être c'est précis. la matière. Mais c'est des disques qui sont plus lourds, qui sont assez fragiles. Si on les fait tomber, ça se La gomme-lac ou shellac. Voilà. On parle de la même chose. Mais vraiment, la vinyle, c'est vraiment une autre matière qui a permis justement de créer des micro-sillons. Tout à fait. Et le late cut, je crois que c'est pas du vinyle. Non, c'est pas un micro-sillon. Non, c'est pas un micro-sillon, c'est des aiguilles. C'est pas la même technique. Diamant, non, c'est en fait c'est Aiguille. aiguille, hein, voilà. Bah, il y a des 78 tours à aiguille et à saphir. Et d'autres à saphir, voilà, c'est saphir que je cherchais. Quand vous achetez un 78 tours au marché, en fait, vous n'avez pas forcément le gramophone pour le lire, parce que votre gramo, il va peut-être pas marcher. En fait, vous allez dire, oh, il est pourri, mais en fait, non, il marche très bien, mais il faut un saphir plutôt qu'une aiguille. Donc voilà la BM de Tours qui cartographie la scène locale, via Discogs un petit peu, mais qui fait aussi quelque part sur ce coup-là la scène mondiale. Là, on est vraiment... et ça se voit pas trop, et il n'y a que 2 personnes qui le cherchent. Mais moi, je suis sûr que quand les gens vont s'en rendre compte, il y aura plus de ventes. Parce que, ouais, c'est un disque... il a été produit là-bas quand même. Donc, on est vraiment sur la cartographie mondiale ce coup-ci. Et ça me permet de passer à l'intitulé, en fait, de cet atelier. Bon, j'avais plus envie de vous parler de la ressource et de tout ce qui était possible de faire, mais dans le cadre, voilà, si on parle de la thématique de nos rencontres, on peut cartographier la musique mondiale grâce à Discogs. Alors du coup, j'ai un truc sur lequel je suis tombé, mais qui n'est plus lié à Discogs. Alors c'est un site qui bouge, il y a des pages parfois qui sont produites et qu'on n'arrive pas à retrouver parce qu'elles ont été déplacées ou juste simplement enlevées parce que les droits d'auteur ne permettaient pas de les conserver. Non, ça n'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait oui, c'est là. Donc j'ai retrouvé la page sur archive.org. Et vous allez voir Discogs au niveau de la version, je crois que on voit que c'est pas une version actuelle, que c'est une vieille version. Bon, pourtant c'est le Discog blog, ouais. Ils avaient fait une petite carte. Est-ce qu'elle est ici? Non, elle est là. Donc voilà, à partir de toutes les notices qui sont faites, je ne l'ai pas dit, mais j'avais abordé un peu l'idée tout à l'heure, sur 16 millions de notices, alors vous avez compris que dans les 16 millions, il n'y a à proprement parler que 8 millions de disques, d'albums, en fait. Les 16 millions, c'est des versions différentes. Par exemple, les Beatles, avec leurs 1111 versions de Sgt Pepper, c'est eux qui vont nous amener vers 16 millions de références.
Sinon, il y a 8 millions de masters, en fait, de disques uniques, on va dire. Donc, à partir de ces 8 millions de disques, en fait, ils se sont amusés, grâce à l'outil informatique, à répartir en fait, tout ça sur une carte, et aussi à intégrer dans cette recherche les styles. Parce que je vous en parlais tout à l'heure, les styles, en fait, sont nombreux dans la base. Ah mais en fait, non, on n'a pas vu... Ah, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Alors, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Quand on va sur une notice, en fait, on va essayer de trouver un disque, tiens, les Ramones. On a les styles ici, voilà, le genre, c'est le rock. Et ici, les styles, punk, garage rock, qui nous permettent d'affiner en fait le descriptif. Donc quand on crée notre notice, on doit renseigner en fait ça. Et on doit être assez alerte pour savoir, bon, est-ce que c'est de la bossa nova, de la samba, enfin c'est un peu compliqué des fois. Alors, il vaut mieux rien mettre et dire musique du monde, plutôt que... Enfin, Titi Romain nous a dit que c'était pas un bon terme, mais je suis d'accord avec lui. On va mettre folk, world country, c'est le terme de Discogs pour décrire la musique d'un monde. Et du coup, voilà, on va décrire en fait le style de la notice. Donc, je reviens maintenant à la carte, qui est, je ne sais plus où du coup, là. Donc, on part des 8 millions de disques et on va ici en France voir qu'il y a 4 styles vraiment propres à la France qui ont été isolés. Alors, l'ambiante, parce que c'est Erik Satie qui l'a créé a priori. Donc, on part d'Erik Satie en fait, et c'est la base qui veut ça. Hein. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe en matière d'ambiance et on va avoir le descriptif en fait du style ambiante avec quelques éléments qui disent bah voilà c'est plutôt cet artiste qui l'a créé, des disques de référence et ensuite les artistes associés et alors ça ces statistiques là c'est les statistiques de contributeurs. On n'en a pas beaucoup sur Discogs. Mais sur Wikipédia ils en ont beaucoup plus. Mais là on peut voir en fait que la musique ambiante est plutôt apparue dans les années 70, hein, vraiment, avec un pic en 2010, une redescente dans la décennie 2020. Ici c'est les contributeurs en fait, donc manifestement Andy 242 c'est le roi de l'ambiance sur Discogs. Ok, donc vous lui enverrez un message pour lui demander de dématérialiser les cassettes. Voilà, donc cette carte elle permet quand même non seulement de se familiariser avec les styles, parce que là je vous parle de la France qu'on connaît plutôt, mais s'il s'agit d'aller découvrir les styles de musique africaine, et ben voilà, on va découvrir le jazz de Cape Town, le spaza et aussi le kwaito. Par contre, on aura là manifestement le com, je crois qu'il s'appelle. QGOM, j'espère que je ne me trompe pas, ou alors c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. Non, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, non, c'est dans l'autre sens. Je suis un peu dyslexique. Voilà. Ça, en fait, pareil, c'est un style qui vient d'Urban, en fait, en Afrique du Sud, qui est apparu dans les années 2010. Et ça prouve bien, d'ailleurs, que cette carte, elle date des archives, qu'elle n'a pas été mise à jour. Parce qu'à mon avis, ils auraient mis à jour les nouveaux styles qui sont apparus. Discogs, comme je vous le disais, c'est un site qui a eu plusieurs versions et qui évolue de jour en jour. Et on a des gens, une sorte de modérateurs, qui sont là pour faire évoluer aussi les champs lexicaux. Alors autant sur les supports, que ce soit cylindre et tout ça, c'est arrêté. Il n'y aura pas de nouveautés, enfin vraiment, à part les nouveaux types de supports. Par contre, sur les styles, ça évolue sans cesse. Vous avez bien vu avec la PCDM4 qu'on était dans un truc de plus en plus cringe, où bon, les styles qui sont listés veulent plus dire grand chose, quoi. Cool jazz, cool rap, non, il y a des trucs. Elle a besoin d'une sérieuse mise à jour. Et hélas, comme on n'est pas capable de se mettre tous à la faire et à faire la PCDM5 qui nous ferait tous envie, ça risque de ne pas bouger. Sur Discogs, il y a 600 000 contributeurs. Il y a des gens qui sont payés pour gérer tout ce qui est l'architecture du site, l'aspect commercial lié au marché qui est, je pense, c'est là-dessus qu'ils embauchent le plus. Par contre, pour tout ce qui est création de notices, je vous l'ai dit, c'est les contributeurs. Et il n'y a vraiment que des bénévoles, alors personne n'est payé pour ça. Donc ne croyez pas en fait que quelqu'un qui va créer une notice a été payé pour ça, que quelqu'un qui vient vous faire une réflexion est payé pour ça. Non, c'est des bénévoles qu'il faut prendre avec plus ou moins de respect. Il y en a qui sont respectueux de la règle
et qui vont avoir une approche très stricte, que vous pourrez trouver très agressif. Et ça, à la limite, il ne faut pas que ça vous décourage parce que c'est juste un problème de compréhension. En fait, souvent, en plus, c'est un problème de langue. Moi, au début, quand j'étais contributeur, je me faisais embêter par des anglo-saxons qui m'envoyaient dans mes 22 parce que je ne procédais pas de la bonne manière, je ne faisais pas les fiches comme il fallait. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a moyen de négocier, de dire que ben, voilà, on va modifier la fiche, on va la rendre bien, mais laissez-nous vivre, respirer. On est 10 minutes. Ouais, 10 minutes, je regardais l'heure. On est une médiathèque, on a besoin de temps pour bien comprendre le règlement et progresser. Mais des fois, ça se passe mal. Stanislas Chapelle, d'ailleurs, de Cherbourg, là, se fait embêter. Alors lui, c'est à titre personnel, mais je vous en parle quand même, parce qu'il a un label, et donc il crée les notices de ses disques. Et il se fait embêter par des gens qui lui disent « Ah ben non, sur ton disque là… Alors ils ne savent pas que c'est lui forcément qui a fait la notice et qui possède le label, mais ils lui reprochent d'avoir mis en fait en visuel une photo qui n'a pas été prise par lui, qui a été récupérée sur le net, un fichier numérique, parce que ça se voit quand le fichier est numérique. Il y a des marqueurs qui vous font bien comprendre que ce n'est pas une photo. Et donc ils ont carrément supprimé l'image de sa notice. Qui est un peu violent, moi je trouve. Vous aimeriez qu'on mette sur notre catalogue et qu'on supprime votre travail, surtout que vous y passez du temps. Et du coup, ils invectivent le fait que la règle doit... vous devez avoir le disque sur vos genoux, hein, je vous l'ai dit, prendre la photo et partir de là pour faire votre notice. Donc lui, il a un argument qui est hautement valable, c'est qu'il n'a pas de scanner A3, c'est des vinyles, et qu'il n'a pas envie de voir la photo de ses bras, enfin, il n'a pas un matériel qui lui permet de faire de bonnes photos. Et du coup, ça se passe mal parce que voilà, ils ne comprennent pas. En plus de ça, il a une façon de cataloguer sur Discogs qui est la sienne, moi que je respecte totalement, mais il se fait embêter parce qu'il sort des règles. Voilà, et si vous avez votre compte professionnel et que vous faites harceler par des contributeurs... C'est qui qui lui... La modération, elle est collective en fait. La modération de Discord ? Ouais. À la limite, on peut peut-être aller... on va aller sur le cas de Stan, parce qu'ils m'ont parlé hier à la brasserie, et du coup, en rentrant à l'hôtel, là, je suis allé voir... Qu'est-ce que je fais ? Et du coup, ouais, je me suis rendu compte du problème. En gros, il va y avoir quelques personnes qui vont être identifiées staff sur Discogs. Et est-ce que j'ai la liste des contributeurs ? Je commence à mélanger parce qu'il reste 10 minutes et j'ai envie de tout dire. On va aller là. Non, il faut que j'écrive comme ça. Dionys the Fox, c'est le plus gros contributeur en fait de la base. Je vais essayer de retrouver une notice qu'il a créée. Pour vous montrer en fait un truc. Et après je reviendrai sur mon fil. Voilà. Donc on va voir sa page personnelle. Donc lui il a créé son compte en 2005, il a 56 991 contributions. En sachant qu'il possède lui-même 19 000 disques, je pense qu'il est honnête parce qu'il n'y a que ça de vrai. C'est un taré. Hein. Il a en ce moment, en travail actuel, 300 cassettes chinoises à intégrer à la base et il demande de l'aide parce que forcément, il a. Voilà. Et donc, il a fait une liste de cassettes chinoises où les gens, en fait, les contributeurs vont venir l'aider ici. Et eux, c'est d'ailleurs des super contributeurs, enfin des gens qui ont des belles références. Quoi. Et lui, il est indiqué staff, là, vous voyez voilà. Il fait partie du staff, mais c'est pas un modérateur. Les modérateurs sont indiqués mode. Et pour les avoir croisés, c'est pas vraiment des modérateurs qui vont faire respecter la règle. C'est plutôt des gens qui sont là pour éviter que les gens se battent, en fait. Parce qu'il y a des fois des choses vraiment très drôles. Hein. Stanislas me parlait de groupes qui se déchiraient, en fait, sur Discogs pour... Il y en avait un en fait qui disait qu'il voulait plus faire partie du groupe et qu'il voulait même plus voir son nom en fait. Et ça c'est pas possible. Le droit à l'oubli sur Discord il est très compliqué quoi. Et donc ils se battaient en fait entre eux. Bon, c'était assez drôle. Et du coup les modérateurs je pense sont là pour régler ce genre de problème. Sinon c'est les contributeurs en fait qui vont se faire un peu la guerre.
Et c'est un petit peu à celui qui a le plus de contributions ou qui a le meilleur discours. Ou voilà. Moi je sais que j'évite de rentrer là-dedans parce que je suis pas très anglophone et c'est compliqué. Et je me suis fait agresser l'année dernière encore pour Zik Libre en Bible. Je m'étais amusé à mettre toutes leurs compilations en fait, sur la base. Et quelqu'un est venu m'agresser en fait, parce qu'il disait que c'était pas des vrais disques. Alors oui, c'était pas des vrais disques, c'était sur Bandcamp, mais il me disait en fait que l'argument c'était non, ça n'existe pas en fait, ce que tu as fait là, ça intéresse personne. En anglais, hein, il venait, c'était un Américain. Et qu'est-ce que ça fout là, tu étais en train de créer des choses, là, on voit, mais en gros, il n'avait pas vraiment compris ce qu'était la base. Bon, j'ai vu après qu'il avait peu d'expérience, mais voilà, en fait, lui, il me demandait de supprimer les notices que je faisais, ce qui est très rare. En général, on va fusionner les notices parce que le disque que tu viens de créer ressemble à un disque qui existe déjà, ou voire c'est le même. Mais supprimer une notice, c'est parce que tu t'es trompé, voilà, enfin bon, en général, on ne supprime pas les notices. Et lui, il faisait des demandes. J'étais en train de créer les notices de Zik Libre en Bible et je voyais des demandes de suppression qui arrivaient, tu vois, 1, 2, 3, 4 comme ça. Je me suis dit, mais c'est bon quoi. Et il a fallu en fait que moi je me batte, et à un moment, un collègue anglophone est venu le démolir en fait très rapidement et ça s'est arrêté là quoi. Mais des fois ça peut être long en fait. Stanislas il se fait vraiment embêter. Vous voyez, c'est 3, 6, 9, 12, 14. Toutes ces références en fait ont été mises à l'épreuve par le même contributeur, quoi, qui lui supprime la photo, qui lui dit que là on est sur un test press, je crois. Non, c'est pas un test press, c'est celui-ci. Non, je sais plus lequel. Enfin, ah oui, voilà, c'est ça. Donc un test press en fait, Stanislas a numéroté lui-même. En général, les test press ne sont pas numérotés, mais on demande quand même au moment de la fabrication d'en avoir 5. Donc nous, fabricants de disques, enfin je dis nous, j'en suis pas un, c'est lui. Donc du coup, il a rajouté en fait un numéro ici qu'on voit pas bien, il a mis des indications, mais un test press en général, il n'y a rien écrit. Et la personne en fait vient l'agresser en lui disant, alors non là c'est pas sur celui-ci, c'est sur un autre, mais qu'en gros il n'y a pas les durées ici et qu'il ne devrait pas les faire apparaître, donc il devrait les supprimer. Que si c'est numéroté ici, il doit indiquer que c'est numéroté, alors que c'était pas avant. En fait, il y a... Et sous couvert en fait, de la règle, je ne sais pas si vous l'avez vu là, mais souvent ce genre de... On les appelait nazis hier externes, parce que franchement des fois c'est assez insultant. Bah, là il n'y est pas, mais ils vont te donner la référence de la règle en fait, à respecter. Enfin, c'est très procédurier, quoi, très froid. Ça peut vraiment vous retenir dans vos envies, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. On a 2 minutes pour les questions. Vous en avez déjà posé pas mal, mais déjà celle que vous retenez de poser depuis le début peut-être. Ouais. Ton pote producteur d'électro hardcore Oui. orléanais, Breakcore, ouais. du coup, maintenant il peut... Il pourrait, mais il a perdu l'envie, je t'avouerai. Ah oui, voilà, c'est moi qui l'ai fait en fait. J'ai mis toute sa discographie. Voilà. Neurone 2. Alors 2 parce que c'était pas le premier neurone. Pourtant il n'en avait qu'un seul. Il avait bien choisi son nom. Juste, j'aimerais bien revoir comment on arrivait à la carte Ouais. photographie parce que j'ai pas. C'est l'adresse qu'il te faudrait en fait. C'est l'adresse. Ouais, parce qu'elle est introuvable. Moi j'ai galéré. C'est sur archive.org. Est-ce que vous voulez que je vous envoie ça ou d'autres adresses Ouais, je veux bien. Ou juste simplement la noter si elle est pas. Alors attends, oui. Si tu arrives à lire, tu veux dire. Allez. C'était là, je crois. Oui, c'était ça en fait. Donc si tu arrives en fait à noter ça. Ouais. Ah bah non, mais non, c'est celle-là, pardon. Oui, C'est celle-ci. Alors je veux bien que tu le vois. Donc c'est. Ouais. Je vais noter. Parce que oui, si c'est compliqué à retrouver. Bah là tu pourrais, hein, si tu arrives à la lire, franchement. Quelqu'un veut que je l'envoie? C'est vrai qu'elle est chouette cette carte. Mais elle n'est pas à jour, attention. Oui, c'est toujours utile. Voilà, c'est un outil que je trouve sympa. Il y en a très peu en fait des cartes qui sont faites sur notre métier, enfin, sur les styles de musique. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous, vraiment, une qui soit correcte. Parce qu'il y avait un guide de musique électronique qui existait, mais c'est encore là, c'est de la musique électronique.
Carte mondiale, ouais, t'en vois une Mais c'est intéressant, je trouve, j'avais bossé un petit peu sur l'émergence de la carte, surtout sur, dès qu'on est passé avec les outils numériques, il y a Radio, par exemple, aussi, oui. qui fait c'est un petit peu de digging, où il y a, voilà. Mais moi, ça m'interroge toujours, par exemple, parce que du coup, on a, en fait, en soutien de ces cartes, on a forcément un discours de l'origine, quoi. C'est-à-dire, du coup, comment on fait pour savoir, du coup, on localise forcément des genres à des endroits, et puis par ailleurs, le découpage de la carte, il naturalise des frontières qui sont souvent un petit peu particulières. Alors, ça peut être la scène locale, la ville, mais ça peut être aussi tout d'un coup une entrée nationale qui est déjà préexistante dans les catalogues de musique dite du monde, mais on a vu ce matin qu'elle était extrêmement problématique parce qu'elle met ensemble plein de choses, qui a bien naturalisé une partition politique du monde dans des termes esthétiques. Et du coup, je trouve aussi que c'est intéressant de voir comment on fait maintenant avec les outils. Peut-être il y a d'autres outils de cartographie comme Jiffy ou comme, qui peuvent permettre aussi de faire apparaître des réseaux, des choses un petit peu différentes par rapport aux ancrages géographiques, classiques. Parce que bon, je sais pas si le Couetto il est de là en fait, en vrai, c'est un peu compliqué, ça nous manque tout là-dedans. Tout à fait. J'avais pas mal de questions en même temps. Après, je sais il y a pas. un quart d'heure de pause. Après, à 4h15, c'est la G de la cime dans le. Pas l'escalier, mais l'étage qui est derrière. Donc c'est pas très Pendant loin. ce quart d'heure, On peut se faire 5-10 minutes de questions. 5 minutes déjà. Allez. Alors, par rapport aux collections, oui. Est-ce que par exemple, tu crois que Ouais, on y va. Je suis désolé, tout le monde. Est-ce qu'il est possible de faire différentes collections dans ta collection? Par exemple, une collection scène locale, non. Une collection vinyle électro, une collection vinyle classique, ou non, il y a une seule collection par contre? Ouais, il n'y en a qu'une. Et en plus de ça, c'est compliqué parce que moi, ce que je reproche à la ressource, c'est de favoriser le marché à la collection. Je vais juste vous montrer un truc. Marketplace, voilà. On va acheter tous les articles. Voilà, vous avez donc ici 69 millions de disques à acheter. Vous pouvez trier en fait à gauche à un niveau mais de folie en fait. Choisir, alors, admettons que moi j'ai envie d'acheter un cylindre n'importe où à travers la planète. Bon, je ne sais pas si je vais le trouver rapidement, on va dire un Blu-ray audio, voilà. Donc je vais filtrer ça, après je vais dire que je veux un truc qui est expédié, ou non je vais choisir la zone euro, je veux le payer en euros, etc. On va vraiment aller beaucoup dans le détail. Par contre, si ma collection, moi j'ai envie de la filtrer en fait comme ça, eh ben j'ai rien. Il n'y a pas de... En fait, j'ai juste cet onglet de recherche qui est où là, où je vais pouvoir dire mets-moi tout le rap. Mais si j'ai des morceaux qui s'appellent rapport qualité-prix, enfin voilà, ça apparaîtra aussi. Enfin, le filtre est beaucoup moins pertinent. Ça aussi, article aléatoire, c'est marrant. Il va vous sortir une notice en fait de votre collection. Le fin PPR, celle-ci, incroyable. En termes de valorisation, si on a l'opportunité de valoriser, de le faire, d'avoir le temps comme toi tu l'as fait, il vaut mieux axer vraiment stratégiquement sur un fond, sur une collection, plutôt qu'une globalité où finalement l'information se perd un peu plus. Peut-être. Après, tu auras le moyen en fait ici de catégoriser chacune de tes notices dans un style. Alors moi j'avais créé des catégories, puis j'ai vite arrêté, parce que je ne voyais pas l'intérêt pour les gens, pour moi non plus en fait. Donc il y a moyen de faire ce petit travail de tri, mais je reste persuadé que la liste, c'est peut-être le meilleur moyen de faire de la médiation par rapport à ça, aux différentes collections. Tu estimerais passer combien de temps en pro en pourcentage de tout ce que tu as à faire, parce que j'imagine qu'il y a plein de dossiers sur Discogs. En professionnel, hein, j'entends. Oui. En personnel, c'est un peu n'importe quoi. Mais en professionnel, je dirais, je sais pas, 2 heures par mois. Oui, ça reste... Parce que j'achète plus de disques. Enfin voilà, c'est ça aussi. Hein. Que le fond local, on a déjà pas mal fait le tour de ce qui était historique. Et, non, 1 heure par semaine, voilà, histoire de traîner sur la collection, regarder, fureter, mais tout est fait en fait, j'ai plus grand chose à faire. Et en termes de suivi d'activité, ton supérieur ou ta supérieure, tu lui en parles ou il te demande
Est-ce qu'il y a un lien qui s'est créé autour de cette activité pour quand même un intérêt Pour ceux qui captent, en partagé, fait. Les collègues patrimoine, enfin, moi j'ai des collègues à qui j'en parlais qui captaient pas. Voilà, ils pensent qu'il faut le mettre sur le site parce que c'est important et tout ça, mais ils savent pas de quoi ça parle. Mais il y en a d'autres qui comprennent, et d'autres qui comprennent vraiment l'intérêt du truc. Quoi. Et tu es remonté jusqu'à quand en fait, sur la scène locale? Alors nous, on n'a pas de cylindre, mais on est le plus vieux. Est-ce que je vais réussir à trouver comment il s'appelle? Il faudrait que j'arrive à le retrouver. Il y a Roger Généraux déjà, dont on est assez fier, un parcours incroyable. Lui, si vous aimez la guitare Théor B, c'est une référence et voilà. Le pauvre, il est mort dans un accident de deltaplane, c'est une autre histoire. En 74, je crois, un truc. Il a été novateur dans la mort. Le disque est sorti en fait en 85, mais en fait en une sorte de pareil de petits spices, enfin de trucs contributifs, un appel à contribution, pardon. Et les gens ont mis des sous, ils ont pu sortir un vinyle en 85, mais qu'ils l'avaient enregistré au milieu des années 70. Et ça, ouais, c'est typiquement une perle de notre fond. Bon, après, ça n'intéresse pas grand monde. Ah si, il est cher quand même. Non, mais ça met en valeur aussi le fonds patrimonial. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, est-ce qu'on l'a créé? Est-ce que c'est nous? Non, Bonzo Fever, c'est un copain d'Orléans. Il l'avait acheté sur un marché, et c'est lui qui a créé la notice. Mais il est même pas orléanais en plus. Donc voilà. Oui. Et là, on peut l'écouter. Alors oui, il y a un contributeur en fait qui avait mis la version de Doland. Et moi, à titre personnel, j'ai fait la vidéo de Bach en fait sur ma chaîne YouTube pirate parce que j'ai aucun droit pour le faire, bien sûr. Voilà. Mais j'adorerais que la chaîne YouTube de la médiathèque puisse créer ce genre de message. C'est trop compliqué. Aller chercher des droits pour créer des vidéos YouTube, je pense que c'est pas notre travail. Allez, on arrête du coup? Ouais, c'est mieux. Bon, allez. Merci beaucoup. Merci à vous.